Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle de mon expérience du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les abonnés et vous remercier de votre présence. Donc après un peu moins d'un mois d'existence, cette chaîne a déjà passé la barre des 100 abonnés. C'est beaucoup, j'ai eu un gros coup de pouce de Pascal Montagnac que je remercie encore. Et je suis plutôt heureuse parce que quand j'avais commencé cette chaîne, je ne savais même pas ce que je faisais. Je ne pensais pas forcément que ça allait intéresser du monde. Donc je suis contente et merci à vous tous d'être là avec moi. J'aimerais vous dire aussi rapidement qu'à partir de dorénavant, je serai encore notifiée pour les commentaires principaux sur la chaîne, mais que je ne surveillerai plus spécialement les réponses qu'il y a entre vous. Ceci parce que c'est assez énergivore. Aussi parce que je ne souhaite pas intervenir sur la chaîne en termes de modération, ni me laisser impacter par potentiellement d'éventuelles énergies sombres qui pourraient être présentes, comme souvent sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Ici, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler juste quelques mots en fait sur le triangle de Karpman parce que j'y réfléchissais tout simplement un petit peu aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire les grandes théories sur qu'est-ce que c'est le triangle de Karpman, juste le triangle de Karpman, c'est aussi ce qu'on appelle le triangle dramatique ou le triangle victime-bourreau-sauveur, donc trois rôles entre lesquels on tend à alterner quand on rentre dans un jeu de triangle lors des interactions sociales avec autrui ou parfois même à l'intérieur de soi, entre par exemple l'enfant et l'adulte intérieur. Je ne vais pas vous faire les grandes théories parce que des vidéos de ce type explicatives sur ce que c'est le triangle de Karpman, vous en trouvez déjà à l'appel sur YouTube, donc je ne vais pas vous répéter ce que les autres ils ont déjà fait. Des vidéos sur le triangle de Karpman au sein de la dynamique, enfin au sein du duo flamme jumelle. Il en existe aussi à l'appel, donc là aussi je ne vais pas vous répéter ce que les autres ont déjà dit. Je vais vous apporter en fait ma vision, mon regard, ma façon de l'expérimenter au quotidien. En tout cas, je vais essayer de le faire en quelques mots. Si vous entendez du bruit, je m'en excuse, ce sont mes chats qui sont en vie et qui ont accès à l'appartement. Malheureusement, j'ai pas la possibilité ni de les attacher ni de les enfermer, ils sont libres. Par conséquent, si le bruit potentiel de cette vidéo, dont je m'excuse à l'avance, c'est un obstacle pour vous, c'est que la vidéo ne vous est pas destinée. Concernant le triangle de Karpman, alors déjà c'est effectivement un type d'interaction que j'ai pu observer entre moi et mon jumeau, donc avec les positions privilégiées pour le profil yin qui sont le sauveur et la victime, et les positions privilégiées pour la polarité yang qui sont le sauveur et le bourreau. Et j'ai pu observer effectivement quand mon jumeau et moi, on essayait tous les deux de sauver l'autre parce qu'on avait de l'affection pour l'autre et même de l'amour. Par contre, on le faisait chacun à notre manière. Donc lui, en voulant faire en sorte que je devienne ce qu'il voulait que je sois, parce que probablement il pensait que c'était le mieux pour moi. Et moi, en m'adaptant en fait à ce qu'il voulait que je devienne, en me taisant, en refoulant mes sentiments, en me rejetant moi-même, en me niant, en acceptant des comportements qui pour ma part me paraissaient pas corrects et en étant en fait globalement dans le sacrificiel, donc en étant dans la position de victime. De façon plus large, le triangle de Karpman, on peut l'observer en fait dans des groupes sociaux, on peut l'observer dans la vie de tous les jours. Pour ma part, lors de mon coaching avec Anaïs Toussaud, j'ai beaucoup travaillé sur le triangle de Karpman. Et c'est vrai que sur le parcours de pouvoir reconnaître et m'extirper du triangle de Karpman, ça a à mon sens, en fait, je trouve que ça a quand même beaucoup assaini en fait mes relations avec les autres personnes et ça m'a beaucoup aidé à me sentir mieux. Donc bien sûr, c'est un des facteurs seulement du travail que je faisais sur moi parce que comme j'ai travaillé sur beaucoup d'aspects en même temps, en fait, après, j'ai été sur un mieux, mais en travaillant le tout en même temps ensemble et puis en... Disons que de toute façon, pour moi, dans ma vision du parcours et dans ma vision aussi, en fait, du fait d'aller vers le mieux-être d'une façon générale, je pense que l'humain fonctionne de façon holistique et que tous les aspects d'une personne doivent être travaillés en même temps. Alors, j'en reviens au triangle de Karpman. Donc, pour le dire en quelques mots, avec mes mots à moi, de la façon dont je l'expérimente au quotidien, je décrirais le triangle de Karpman comme un type d'interaction, donc d'interaction entre soi et des interlocuteurs, qui est toujours générateur de souffrance. L'identifier, ça permet de s'en extraire. Par contre, c'est pas toujours facile d'identifier, enfin en tout cas pour moi c'est quelque chose qui m'a posé et qui me pose encore parfois problème, c'est d'identifier à quel moment en fait est-ce qu'il y a un jeu de triangle. Et pour ma part en tout cas, je trouve que c'est pas facile à faire et que c'est d'autant plus difficile à faire
Donc, d'identifier les mécanismes du triangle de Karpman, d'identifier à quel moment on est dans un jeu de triangle. Je trouve que c'est compliqué à faire tant qu'on n'a pas complètement, en tout cas le plus possible, guéri tout ce qui est blessure intérieure et tant qu'on n'a pas rehaussé son estime de soi. Sinon, disons que le manque d'estime de soi et la réaction, en fait, tout ce qui est blessure, en fait, quand c'est pas guéri, chaque fois qu'il y a un comportement ou une action, un événement qui fait résonner, en fait, la blessure, ça génère chez soi, si la blessure n'est pas guérie, une réaction qui peut potentiellement créer, comment dire, une entrée, en fait, dans un jeu de triangle. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est dans le triangle de Karpman? En tout cas, comment est-ce que moi je reconnais quand je suis dedans? C'est tout simplement quand l'échange est souffrant pour au moins un des interlocuteurs. Donc, par exemple, mettons que je suis en train de parler avec quelqu'un. L'échange, en fait, il est sain si la conversation entre cette personne et moi, elle est bonne, constructive, intéressante pour les deux parties. Si jamais moi, je suis dans la souffrance et que l'autre, il est bien, ou encore si l'autre, il est dans la souffrance et que moi, je suis bien, ou si tous les deux, on n'est pas bien, c'est que la discussion, elle est pas saine, tout simplement. Et si on continue à l'alimenter, en fait, là, on rentre dans un jeu de triangle. Donc, tout type, pour moi, de conversation, en fait, qui est pas saine, qui met mal à l'aise une des deux parties, en fait, à mon sens, en tout cas, ne vaut pas forcément la peine d'être poursuivi. Bien entendu, c'est quelque chose que j'ai fait par le passé, c'est quelque chose que j'essaie de ne plus faire. Les comportements que j'essaye d'éviter d'avoir pour ne pas entrer dans un jeu de triangle, donc une fois de plus c'est personnel, on a chacun notre façon de travailler avec le triangle de Karpman, mais pour ma part les comportements que j'adopte c'est déjà pour commencer d'éviter d'avoir raison à tout prix, c'est-à-dire que moi-même, comment dire, autrefois en fait, à l'époque où j'étais encore beaucoup dans l'ego, où j'étais pas alignée, où j'avais une estime de moi qui était déficiente, où j'avais l'impression qu'il fallait que les autres aient de la considération pour moi, pour que j'ai de la valeur et du mérite à exister, tout simplement. Donc à cette époque-là, en fait, je supportais pas la critique, je supportais pas que mon avis soit pas valable en fait, et ça faisait que j'essayais tout le temps d'avoir raison à tout prix. J'essayais tout le temps de convaincre l'autre que ma vision elle était valable, enfin voilà, j'essayais souvent de convaincre les gens. Et parce que en fait, le fait qu'ils pensent comme moi, ça me validait dans mon estime de moi. Et en fait, maintenant, entre-temps, comme j'ai travaillé sur l'estime de moi, maintenant je m'en fiche en fait si les gens ne réfléchissent pas comme moi, genre par exemple on n'a pas les mêmes valeurs, là je dis ok, tu as ton opinion, j'ai la mienne, on peut en rester là. Et le fait d'essayer de forcer l'autre en fait à penser comme soi, ça c'est rentrer dans un jeu de triangle et c'est le genre de choses que je veux plus forcément faire en fait, ce qui est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de ne plus forcément réagir à tous les commentaires. Donc bien sûr 99,9% des commentaires que vous me laissez sont gentils, il n'y a aucun souci. Déjà il y a ça, c'est que j'évite en fait de montrer en fait que je veux avoir raison à tout prix, parce que même si les autres ils pensent pas comme moi, ça change rien en fait à mon opinion ni à mon estime de moi, ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas. Je veux dire, c'est à la limite la vision de l'autre, hein, et c'est en rapport de lui avec lui-même, mais moi je me sens pas impactée par ça en fait. Donc déjà il y a ça, c'est que j'évite de rentrer dans les jeux de triangle en évitant de vouloir absolument avoir raison. Ensuite, être dans le triangle, c'est aussi donc en position de sauveur, vouloir aider l'autre alors qu'il a rien demandé. Je reviendrai un peu après, donc j'ai juste terminé là ce que je suis en train de dire, mais je reviendrai un peu après sur ce que c'est selon moi une relation d'aide qui est saine. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que si on est dans la réaction plutôt que dans l'action, donc si quelqu'un nous dit quelque chose et que tout de suite on sort de nos gonds et on sort les grands discours pour montrer à quel point l'autre a tort et à quel point ça on a raison, donc ça, non seulement c'est une réaction, non seulement c'est une manifestation de l'ego, donc à mes yeux toujours, je pose pas de jugement. Donc selon moi, non seulement c'est une manifestation de l'ego, mais c'est aussi une manifestation de l'ego qui, si ça m'arrive en tout cas, pour moi, ça mériterait d'être examiné donc avec la théorie des miroirs. Donc vous avez sûrement entendu dire que dans la relation de flammes jumelles, les deux jumeaux, c'est un miroir l'un pour l'autre. Je pense que d'une façon plus large, tout ce qui nous entoure et toutes les interactions qu'on a avec des autres sont de potentiels miroirs, c'est-à-dire que chaque fois qu'on réagit à l'intérieur à quelque chose ou à quelqu'un,
d'une façon qui est négative ou pas, ça nous renvoie en fait à une information sur nous-mêmes. Donc dans ce cas de figure, donc au cas où j'aurais une interaction avec quelqu'un qui réveillerait quelque chose en moi de négatif, donc le fait de réagir pour moi serait une manifestation de l'ego. Donc là je vais pas en fait me laisser aller, même si je l'ai fait dans le passé, donc pas de jugement. Mais là où j'en suis sur le parcours, ben, je me laisse plus forcément aller à ce genre de manifestation, même plus du tout. Et si jamais je ressens en fait quelque chose qui en moi réagit, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'examiner selon le principe de la théorie des miroirs pour voir qu'est-ce qui chez moi est réveillé et qu'est-ce qui potentiellement mérite que je m'y attarde pour voir si je peux guérir quelque chose de supplémentaire. Donc pour donner un exemple, je suis avec un interlocuteur, cet interlocuteur dit quelque chose qui ne me plaît pas, je vais examiner mes sentiments. Donc, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la déception? Et ensuite, je vais m'interroger sur est-ce qu'il y a une blessure qui fait que je réagis de cette manière? Et ensuite, essayer d'identifier cette blessure pour la guérir en la libérant. Donc là, je vais utiliser par exemple la méthode de Mello de Pascal Montagnac, qui est assez puissante pour ce genre de choses. Et si quelqu'un, donc quelqu'un par exemple, me donne un conseil que je n'ai pas désiré, ça, ce qu'il faut savoir, enfin, non, il ne faut pas forcément le savoir, mais c'est juste mon point de vue, c'est que j'ai un peu de peine en fait avec le comportement de sauveur, parce que de mon point de vue, il est assez proche en fait du comportement de bourreau, sauf qu'il y a une... c'est assez proche, selon moi, du comportement de bourreau, dans le sens où on veut forcer l'autre en fait à adopter la solution que nous on lui trouve, parce qu'on estime que c'est mieux pour lui. Sauf que la position de sauveur, en fait, elle a ceci d'un peu hypocrite, qu'elle est un peu déguisée sous le couvert du oui, mais je veux soi-disant ce qui est le mieux pour toi, alors que pourtant tu m'as rien demandé. Donc c'est pour ça que pour ma part, dans le triangle de Karpman, j'ai plus de peine avec la position de bourreau qu'avec la position de sauveur. Enfin, pardon, j'ai plus de peine justement avec la position de sauveur qu'avec la position de bourreau, par exemple. Donc si quelqu'un essaie de faire le sauveur avec moi, ben, pour ma part, soit ce que je fais facilement sur les réseaux sociaux, c'est que je ne vais pas réagir du tout. Je vais laisser la discussion mourir parce que j'ai pas envie de l'alimenter. Soit si je suis dans une interaction sociale dans la vraie vie avec quelqu'un, je vais dire quelque chose du genre merci, mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Ou encore merci, mais je t'ai pas demandé ton avis. Enfin, ce qui est déjà un peu moins aimable. Dans la mesure du possible, je vais essayer de formuler tout cela selon les principes de la communication non violente. J'ai, en tant qu'autiste Asperger, un franc-parler, un côté cash qui ne plaît pas forcément. Mais bon, ça, ben voilà, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai et je me sens pas... J'essaie de faire attention, mais disons que je me sens pas non plus coupable d'être moi. Bien entendu, si je sens que je réagis, enfin que quelque chose en tout cas réagit à l'intérieur de moi, je ne vais pas forcément le manifester à l'extérieur, je ne vais pas non plus ne rien dire, je ne vais pas non plus enfermer mon émotionnel, je vais juste examiner mon émotionnel et ensuite formuler par exemple ma contrariété ou ma déception d'une façon qui est recevable pour l'autre. De toute façon, je ne vais pas ne rien exprimer parce que, mettons que je sois très contrariée par exemple, si j'exprimais rien, je serais en position de victime. Mais si j'exprime de façon à vouloir faire plier l'autre à mon point de vue, à ce moment-là, j'entrerai en position de bourreau. Donc, il y a un équilibre, en fait, tout simplement, qui est à trouver entre ces deux positions, en s'affirmant, en fait, tout simplement dans son droit d'être soi, dans son droit d'exister, sans vouloir avoir raison, sans vouloir convaincre l'autre, mais simplement de s'affirmer avec son opinion, avec son avis, et sans non plus fuir en faisant croire qu'on aurait, par exemple, une opinion contraire à ce qu'on pense en vrai. Selon l'interaction avec l'interlocuteur, parfois c'est une position qui peut être plus ou moins facile et agréable à tenir. Bon, après, c'est un peu l'histoire de la vie, c'est que il y a en tout temps et tout le temps un équilibre à trouver dans les interactions qu'on a avec les événements ou avec les gens. La construction de l'estime de soi, ça aide aussi, comme je l'ai dit, à sortir en fait de ce triangle Karpman. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais juste envie de faire un petit point sur comment est-ce que pour ma part, j'essaye d'aider les gens sans entrer dans une position de sauveur. Donc je me souviens avoir lu
à une époque quelque part, mais je ne vais pas vous mentir, j'ai oublié les sources et j'ai oublié la théorie complète aussi. Donc si jamais ça parle à l'un d'entre vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui a émis cette théorie et quelle est la version complète, auquel cas je compléterai éventuellement dans la description. Mais j'avais lu autrefois qu'il y avait certaines conditions pour qu'une aide proposée en fait soit saine, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas sacrificielle. Et les trois dont je me souviens et que j'applique, c'est que la relation, tout d'abord, elle doit, enfin la demande d'aide, pardon, elle doit avoir été formulée explicitement. C'est-à-dire que le fait de vouloir aider quelqu'un alors que l'autre personne ne nous a rien demandé, c'est être position de sauveur dans le triangle de Karpman, et ce n'est pas sain. Donc, il faut que la demande d'aide, elle ait été formulée explicitement. Ensuite, il faut que l'aide qu'on offre à la personne qui demande de l'aide soit limitée dans le temps. C'est-à-dire que dès le départ, ça doit être établi. Donc, je t'aide, par exemple, jusqu'à telle date. Mais, par exemple, accueillir quelqu'un qui a plus de logement chez soi jusqu'à ce que tu trouves... jusqu'à ce que tu trouves un prochain appart, et puis après il reste 6 mois ou des années ad vitam aeternam, et puis vous êtes enfermé dans quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous sortir, ben ça c'est pas ça. Donc une relation, une demande d'aide en fait doit être formulée explicitement, elle doit être limitée dans le temps, et aussi elle ne doit pas être gratuite. Donc il y a une contrepartie, même minime, qui doit être demandée en échange, mais ça permet d'assainir la relation dans le sens où ça ne devient pas du coup une interaction à sens unique, c'est-à-dire que ça permet de faire en sorte que l'offre d'aide en fait soit pas uniquement faite dans le sacrificiel, mais qu'elle soit faite de façon saine, avec comment dire, avec un retour en fait dans les deux sens. Et c'est ce qui fait qu'après dans la relation on reste à égalité sans que l'une des deux personnes soit dans le sacrificiel, et sans que l'autre personne soit en fait, soyons francs, une sorte de vampire qui mange de l'énergie ou des ressources de n'importe quel type que ce soit. Bon bah une fois de plus c'était une vidéo un peu plus longue que ce que j'aurais voulu, donc voilà pour ma part quelles sont dans mon vécu ma position par rapport au triangle de Karpman et la façon dont je le gère pour l'instant au quotidien. Donc le triangle de Karpman est assez complexe, donc au quotidien, donc la théorie n'est pas si complexe que ça, mais le fait de l'appliquer au quotidien, c'est un peu un exercice qui est à faire à chaque instant, le fait de l'identifier, le fait de s'en extraire, le fait de rester dans une forme d'équilibre lors des interactions avec les autres. Je trouve que pour moi, il faut en quelque sorte y être attentif en permanence, tout comme il faut être attentif en permanence à plein de choses, notamment à son écologie intérieure. Par exemple, au fait de ne pas être dans la réaction, de ne pas avoir de pensée. Enfin, j'ai pas envie de dire qu'on peut pas avoir de pensées négatives, mais de ne pas entretenir en fait sciemment des pensées négatives pour pas tout simplement se faire du mal à soi. Donc, comme ce genre de choses, par exemple, que je viens de citer, faire attention en fait à l'équilibre pour ne pas entrer dans un jeu de triangle, c'est une sorte de surveillance en fait de chaque instant. Parce que c'est très vite fait de rentrer dans un jeu de triangle sans s'en rendre compte. Pour moi, en tout cas, dans la façon dont je le gère au quotidien, c'est que si je reconnais un jeu de triangle, j'essaye de m'en extraire dès que possible. Et je me protège potentiellement des réactions de l'autre personne. Parce que souvent, les gens qui insistent pour être dans un jeu de triangle, qui sont souvent des gens qui portent des blessures et qui ont un ego surdimensionné et qui ont un manque d'estime d'eux. Donc ça, c'est souvent les gens ou alors il y a les manipulateurs aussi, évidemment. Mais ça peut être un exemple de personnes, c'est pas exhaustif évidemment, qui peuvent apprécier d'être dans des jeux de triangle. Et pour ma part, en tout cas, j'essaye de me protéger et j'essaye de quand même rester dans une forme de bienveillance envers autrui, en n'entrant tout simplement pas dans le triangle Karpman. Donc actuellement, c'est pas forcément, disons que c'est pas un axe de travail sur lequel j'ai terminé de travailler. Probablement que ce sera jamais terminé parce que c'est quelque chose à quoi il faut faire probablement attention jusqu'au restant de ses jours, parce que c'est simplement l'histoire de la vie. Enfin, ce que j'entends par là, c'est que si à un moment donné on se laisse aller, enfin je sais pas, c'est comme prendre soin de votre santé, même je sais pas, vos ongles, un jour vous arrêtez de vous les couper, ben, ils vont devenir trop longs. Et le triangle de Karpman, ben, si un jour vous arrêtez de le surveiller, ben, il risque enfin si un jour j'arrête de le surveiller, il risque de me dépasser aussi sans même que je me rende compte.
Donc voilà pourquoi, selon moi, enfin voilà pourquoi moi, en tout cas, je fais attention à ce triangle. C'est complexe, c'est pas forcément simple d'identifier tous les mécanismes, mais je trouve que ça en vaut la chandelle parce que les relations sont beaucoup plus saines une fois qu'on a appris à s'extraire du triangle. Et ça m'a aussi beaucoup aidé à sortir des sentiments négatifs, comme la culpabilité, ou comme le fait de se sentir responsable de choses dont on n'est pas responsable. Et puis voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous a intéressé ou pas. Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et on se retrouve sans doute très vite pour une prochaine vidéo. Bonne soirée, au revoir.